Abidjan, le 10 septembre 2014. Le président Alassane Ouattara est rentré cet après-midi à Abidjan après avoir pris part hier à Dubaï à la conférence internationale des investisseurs. Rencontre fructueuse organisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Dans l'actualité politique ce soir, la première réunion du tout nouveau bureau de la Commission électorale indépendante CEI ce matin au siège de l'institution Abidjan de Plateau, une réunion pour élaborer le programme d'activité de la Commission. Aujourd'hui, 10 septembre, est célébrée la 12e journée mondiale de la prévention du suicide. Le suicide, c'est une décision extrême, un recours pour certaines personnes qui entendent ainsi mettre un terme à leur souffrance en mettant un terme à leur existence, un témoignage dans ce journal. Et puis, la 40e bougie du GSPM, le groupement de sapeurs-pompiers militaires, a célébré aujourd'hui son 40e anniversaire. La célébration va durer 21 jours avec pour objectif de faire connaître davantage les pompiers à la nation en dehors des moments de détresse. Voilà pour les titres, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes mercredi aujourd'hui, donc à suivre également dans ce journal la tribune économique de la rédaction EcoPlus. Ce soir, on s'intéresse aux soldes dans les commerces en Côte d'Ivoire, une activité réglementée, mais la réglementation semble ne pas être connue de tous. Un an après la mise en vigueur du décret, les commerçants respectent-ils la mesure? Jean-Jacques Kwame a visité certains magasins et boutiques. Son constat dans une dizaine de minutes. Pour commencer, direction l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où est arrivé cet après-midi le président Alassane Ouattara qui revient, faut-il le rappeler, de Dubaï. Il y a pris part hier à la conférence internationale des investisseurs, rencontre organisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Arrivé dans un vol commercial d'Emirates, le président Ouattara a indiqué que 16 projets ont été retenus pour les 8 pays de l'UEMOA au cours de cette conférence, pour un montant de 10 000 milliards de francs CFA. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Mercredi 10 septembre 2014, il était pratiquement 14 heures à la descente du président de la République Alassane Ouattara de l'avion le transportant de Dubaï à Abidjan. Le chef de l'État, comme lors de son départ, n'a pas manqué d'observer à son arrivée les règles d'hygiène établies en vue de la prévention de la propagation de la maladie à virus Ebola qui sévit dans des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, accueilli par des personnalités au nombre desquelles la première dame Dominique Ouattara ainsi que des membres du gouvernement, avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a fait le point de la rencontre de Dubaï à laquelle il venait de prendre part. L'objectif de ce forum était de mettre en exergue les atouts et les potentialités des 8 pays que compose l'UEMOA. Et je dois dire que ceci était important puisque dans les pays du Golfe, en dehors du Sénégal, la plupart des pays ouest-africains francophones ne sont pas bien connus. Et nous voulions profiter de cette opportunité pour essayer de mobiliser des ressources pour le financement de grands projets régionaux. Ce sont au total 16 projets qui ont été retenus pour un coût d'environ 20 milliards de dollars, soit 10 000 milliards de francs CFA. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, figure parmi ces projets l'autoroute Yamoussoukro, frontière Côte d'Ivoire jusqu'à Ouagadougou, également la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Niger, également le port sec de Ferkessédougou. Alors, ces projets, comme vous le voyez, touchent tous les secteurs, que ce soit les infrastructures d'énergie, l'agro-industrie, les mines, la sécurité alimentaire, l'eau, les nouvelles technologies. Et des conventions ont d'ailleurs été signées et des engagements ont été pris par les investisseurs. Maintenant, il faut mettre tout cela en œuvre et que cela se transforme en financement et surtout en réalisation pour les différents projets qui ont été retenus. Ces projets sont importants pour la croissance, le développement, mais surtout pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Comme vous le savez, l'UEMOA a quand même été un espace important, 3,5 millions de kilomètres carrés, grâce au Niger et au Mali, je dirais, qui chacun a plus d'1 million de kilomètres carrés, et également 110 millions d'habitants. 110 millions d'habitants, donc c'est un espace géographique et démographique particulièrement important.
Le président de la République, Alassane Ouattara, a également dit être heureux d'avoir participé à cette rencontre. Il a par conséquent exprimé ses remerciements à l'émir de Dubaï, Cheikh Mohamed Al Maktoum, pour l'accueil et la bonne organisation de cette conférence et félicité ses pairs de l'UMOA pour leur contribution à sa réussite. Retour en images sur cette conférence internationale des investisseurs, Investir dans l'UMOA, qui a pris fin hier dans la capitale des Émirats Arabes Unis, en présence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Une rencontre qui, au regard des résultats obtenus, a tenu toutes ses promesses. Je rappelle que la Côte d'Ivoire, à elle seule, a présenté 10 projets intégrateurs sur les 17 sélectionnés par l'UMOA dans le cadre du financement de la deuxième phase du programme économique régional. À Ouattara. 16 projets intégrateurs sur les 17 que comporte l'initiative Investir dans l'UMOA ont intéressé les investisseurs à l'issue de ce forum de promotion des investissements dans la sous-région ouest-africaine. La cérémonie de clôture a ainsi été marquée par la signature des accords de partenariat pour la réalisation de ce projet à fort impact régional. Il s'agit entre autres de la boucle ferroviaire Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Bénin, du projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, ainsi que de projets de sécurité alimentaire, d'interconnexion et de développement de l'énergie solaire. C'est un événement qui a été un très grand succès. Moi, je voudrais commencer par féliciter nos responsables des institutions, l'UMOA, la BOAD, la Banque centrale, qui ont pu mobiliser tous ces investisseurs. Et les engagements donc comportent le financement de projets pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 000 milliards de francs CFA. C'est une somme considérable. Et maintenant, il faut réaliser tout cela. Et ces projets dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, tout cela contribuera à créer des emplois et à améliorer le quotidien de nos concitoyens dans la zone UMOA qui comporte 110 millions d'habitants. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs salué les autorités des Émirats Arabes Unis pour leur contribution au succès de cette initiative régionale Investir dans l'UMOA. En marge du rendez-vous de haut niveau de Dubaï, le président Alassane Ouattara a accordé plusieurs audiences. Il a eu notamment un tête-à-tête avec le président du Burkina Faso, avec Blaise Compaoré. Il a été question de renforcer la diversification des relations de coopération entre Yamoussoukro et Ouagadougou à Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue du Faso, Blaise Compaoré, ont fait le point sur les projets communs aux deux pays avant la signature des accords de partenariat dans le cadre de la conférence des investisseurs Investir dans l'UMOA. Le président et moi avons parlé des projets spécifiques à nos deux pays, notamment l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et aussi le chemin de fer et d'autres projets dans chacun des États. Nous sommes très avancés. Nous nous concertons chaque fois avant d'aller prendre ces grandes décisions. Nous avons une grande ambition pour l'Afrique de l'Ouest et comme vous le savez, malheureusement, malgré nos potentialités, les opportunités dont nous disposons, il reste de grandes contraintes qui trouvent être les questions d'infrastructure, les questions de sécurité alimentaire. Et nous avons ici une bonne occasion de partager ces préoccupations et nous espérons recevoir aussi des dispositions positives pour que nous puissions bien sûr atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette émergence de l'Afrique de l'Ouest. Avec le président du groupe Etisalat, Ahmad Abdul Karim Joufar, les échanges ont porté sur le développement et la diversification des investissements du groupe en Afrique de l'Ouest et spécifiquement en Côte d'Ivoire. On a discuté aussi de la transaction qui vient d'être conclue entre Etisalat et Maroc Télécom. Et à travers Maroc Télécom, Etisalat compte non seulement gérer, mais aussi augmenter ses investissements en Côte d'Ivoire.
Alors on a parlé de nos projets pour la Côte d'Ivoire. On a une grande confiance dans ce pays et dans le gouvernement de son Excellence. On a déjà vu de très grands progrès qui ont été effectués et on compte continuer à être des partenaires dans le développement non seulement des télécommunications mais aussi des TIC. Le président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières est pour sa part venu présenter au président de la République Alassane Ouattara les performances de l'institution régionale. La Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, qui représente aujourd'hui la 6e capitalisation en Afrique, avec un montant total de capitalisation de l'ordre de 6 000 milliards de francs CFA. Nous avons 37 sociétés cotées et nous avons un marché obligataire d'environ 1 milliard de dollars. Ce qui est important, c'est que nous sommes toujours à la recherche de sociétés à coter sur la bourse d'Abidjan et donc nous sommes venus en rendre compte au président de la République. Le président du conseil d'administration de la BRVM a par ailleurs indiqué qu'il est venu demander l'appui du chef de l'État dans sa volonté d'accroître le nombre d'épargnants à la BRVM en leur offrant des produits financiers performants et intéressants. Retour dans la capitale économique ivoirienne. Ce 10 septembre, le groupe de la Banque mondiale a entamé à la primature des consultations en vue de la préparation de la nouvelle stratégie de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Cette première phase consistera à l'identification des principaux défis de développement du pays. On prépare à cette rencontre les membres du gouvernement, vous le voyez sur ces images, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Le point complet de Michel Digré dans nos prochaines éditions. 4 audiences à l'agenda du chef du gouvernement. Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec le président de l'Université internationale de Grand Bassam qui prépare le lancement de sa fondation à Atlanta en octobre prochain. Le Premier ministre a aussi reçu 2 ambassadeurs qui quittent définitivement la Côte d'Ivoire. Ensuite, un groupe d'Ivoiriens qui vient de bénéficier de stages aux États-Unis. On fait le point de toutes ces audiences avec Michel Digré. Ils sont 12 Ivoiriens exerçant dans divers secteurs d'activité. Ils ont bénéficié d'un stage de perfectionnement de 2 mois aux États-Unis dans le cadre du programme américain dénommé Young Leaders. Le point de ce séjour américain a été fait au Premier ministre. Nous avons 2 d'entre nous qui ont été citoyens d'honneur de la ville d'Arkansas. 2 autres ont eu l'honneur d'être faits membres de la Chambre de commerce de l'Alamo à San Antonio, au Texas. Et un autre a été sélectionné par la présidente américaine Michelle Obama pour participer à son programme d'éducation pour la jeune femme en Afrique. Daniel Kablan-Duncan a ensuite reçu le président de l'Université internationale de Grand Bassam. Ils ont échangé sur le lancement officiel des activités de la fondation de l'UIGB à Atlanta au mois d'octobre prochain. Une fondation pour permettre aux étudiants ivoiriens issus des couches défavorisées de se former dans les universités américaines. Les études aux États-Unis sont très chères et par conséquent, comme c'est la tradition américaine, il existe des fondations, des universités pour justement trouver des financements en vue de financer les études des étudiants. Donc cette fondation a été créée à Atlanta, elle a commencé à fonctionner et dès l'inauguration, nous allons pouvoir aider nos enfants qui vont faire leurs études aux États-Unis et aussi ceux qui font leurs études à Grand Bassam. Les ambassadeurs du Japon et celui de la Palestine, eux, sont allés remercier le Premier ministre pour son engagement dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs au moment où ils quittent définitivement la terre des Burnis. Le groupe Unilever va accroître sa production de mayonnaise avec la construction d'une nouvelle usine. La nouvelle unité va nécessiter un investissement de 4,5 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a assisté au lancement officiel des travaux. Les précisions de Kader Ouattara et Hugues Veblé. La nouvelle mayonnaiserie du groupe Unilever verra le jour sur un espace de 8000 m². Son coût, 4,5 milliards de francs CFA. Le lancement des travaux de cette nouvelle unité s'est effectué en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le président du groupe Unilever, Paula Polman, a souligné son intérêt, note qu'elle va offrir annuellement
12 000 tonnes de produits aux consommateurs de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nécessitera de la main-d'œuvre et fera tourner bon nombre d'entreprises nationales, une participation non négligeable à la croissance et au développement de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on est en train de créer, c'est plus que l'usine de mayonnaise, c'est le futur de Côte d'Ivoire et toute la région. Et si nous pouvons participer à ça, surtout ici à la Côte d'Ivoire, on peut montrer qu'on peut faire des choses que beaucoup de gens pensent ne sont pas possibles. Et ici, on est en train de créer une industrie agriculture qui est très importante pour le Côte d'Ivoire, qui va être une des meilleures dans le monde entier. Et ça, on peut montrer qu'il n'y a rien qui manque en Afrique. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est la confiance de ce continent qu'on va montrer qu'on a tout le droit de réussir. Ce nouveau projet du groupe Unilever va densifier et moderniser le tissu industriel de la Côte d'Ivoire, une perspective qui réjouit le Premier ministre. Je voudrais vraiment remercier M. Paul Mam de cette décision et le fait aussi qu'il soit venu lui-même personnellement avec toute l'équipe Afrique et l'équipe Afrique de l'Ouest pour appuyer donc la directrice générale adjointe ici pour lancer cette opération qui va avoir quand même une répercussion donc importante sur l'agriculture et sur les ressources animales donc de ce pays. Les besoins en intrants de l'unité de mayonnaise sont estimés à 8 000 tonnes d'huile de soja et 300 000 tonnes de jaune d'œuf. De réelles opportunités de création de richesses et d'activités pour le Premier ministre qui invite d'autres groupes industriels à suivre l'exemple du groupe Unilever. L'actualité politique ce mercredi est marquée par la première réunion du tout nouveau bureau de la Commission électorale indépendante CEI ce matin au siège de l'institution à Abidjan 2 Plateau. Les 6 membres ont tous répondu présents. C'est une réunion pour élaborer le programme d'activité de la Commission. À cette occasion, le président Youssouf Bakayoko a réaffirmé la détermination de son organe à parvenir à des élections libres et transparentes. Salimatou Dia, Léon Bro. Réunion du nouveau bureau de la CEI, la Commission électorale indépendante, ce mercredi. Les 6 membres désignés une semaine plus tôt ont répondu à l'invitation du président Youssouf Bakayoko. Objectif, élaborer le programme des activités préparatoires des élections de 2015. Ajustement du cadre organisationnel et réglementaire de notre institution, passer à l'ajustement juridique devant régir les futurs scrutins, la révision de la liste électorale, pour y inclure notamment tous les ayants droit qui ne figurent pas encore, et prendre en considération ceux dont la situation n'avait pas été claire en 2010. La mise en place d'un dispositif inclusif de prévention des conflits qui pourraient survenir lors des prochaines élections. Ce premier conclave du bureau marque le démarrage des travaux de la CEI, travaux dont la finalité pour le président de l'organe reste des élections libres et transparentes. Je voudrais donner l'assurance à tous que la commission électorale s'emploiera à organiser ces futures élections selon les standards internationaux. Je veux saisir l'opportunité pour inviter les acteurs politiques de notre pays à œuvrer de concert avec la commission électorale, à l'appuyer, à la soutenir pour que nous arrivions à des élections apaisées. Cette première rencontre au sommet vise aussi à préparer celle de la commission centrale de la CEI prévue pour la semaine prochaine. Il s'agira certainement de mettre tous les 17 commissaires au même niveau d'information pour plus d'efficacité. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a eu une séance de travail avec le Conseil consultatif de l'éducation. En toile de fond, favoriser une rentrée apaisée à travers ces échanges avec le Conseil consultatif qui comprend en son sein des représentants des syndicats, des parents d'élèves, des guides religieux pour recueillir leurs préoccupations. La rencontre a eu lieu hier au cabinet de la ministre à la Tour D, au Plateau. Le compte-rendu d'Arman Niamien. À quelques jours de la rentrée scolaire 2014-2015, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique se donne les moyens pour favoriser une année scolaire apaisée.
Cette rencontre avec le Conseil consultatif de l'éducation nationale vise donc à recueillir toutes les préoccupations des partenaires sociaux que sont les syndicats et les parents d'élèves en vue de trouver des terrains d'entente pour éviter les perturbations des programmes scolaires. Nous voulons mettre l'accent sur la qualité de l'enseignement, la qualité de l'encadrement, la qualité dans la gestion, la qualité dans la gouvernance de notre système éducatif. Donc, et évidemment, si nous avons tout ça, l'objectif, c'est la performance. Les préoccupations du Conseil consultatif se résument essentiellement au profil de carrière des enseignants, les arriérés de paiement des indemnités de logement et la situation des enseignants contractuels. Pour ce qui concerne l'enseignement préscolaire et primaire, on a la question des instituteurs adjoints sur le plan administratif, bien entendu. Mais sur le plan matériel, il y a les arriérés par rapport à tout ce qui s'est constitué comme stock relativement à l'indemnité de logement, relativement à la bonification indiciaire. Mais on a également la question même de l'existence des organisations syndicales à travers les questions de précompte à la source. Et c'est l'ensemble de ces questions-là qui devront faire objet de réflexion pour que des solutions idoines soient trouvées, pour que le climat qu'on a constaté l'année dernière puisse se perpétuer. Créé le 6 mars 2014, le Conseil consultatif de l'éducation nationale, qui comprend en son sein des représentants des syndicats, des parents d'élèves, des guides religieux et des chefs traditionnels, est une plateforme d'échange pour prévenir les conflits éventuels qui pourraient subvenir au sein de l'éducation nationale. Place maintenant à la tribune économique de la rédaction EcoPlus. Ce soir, on s'intéresse aux soldes dans les commerces en Côte d'Ivoire, une activité réglementée, mais la réglementation semble ne pas être connue de tous. Un an après la mise en vigueur du décret, les commerçants respectent-ils la mesure? Jean-Jacques Kwame a fait les magasins et boutiques, son constat au cœur d'EcoPlus. Depuis le 26 mars 2013, en Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a décidé de réglementer les ventes soldes. En Côte d'Ivoire, les périodes indiquées sont du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. Cette mesure vise à mettre fin à l'anarchie dans les ventes soldes car certaines grandes surfaces, magasins et boutiques appliquaient cette mesure, pourtant exceptionnelle parfois toute l'année. Il s'agit également à travers cette mesure de permettre aux consommateurs et commerçants de faire de bonnes affaires. Un an après l'application de ces décrets, réaction des commerçants et clients rencontrés avant la date du 31 août 2014. Une bonne occasion pour nous en tant que magasin et même pour les consommateurs, les clients et tout le monde est content. La remise c'est un bon truc, tout le monde vient et vous voyez le magasin, ça va, Dieu merci quoi. Avec la réduction, ça nous fait du bien, en tout cas pour l'économie. Ça permet aux familles nombreuses par exemple de pouvoir offrir des cadeaux à plusieurs personnes à la fois. Alors que s'il n'y a pas de solde durant cette période-là, ça devient compliqué. Bonnes affaires aussi pour les parents d'élèves à la veille de la rentrée des classes. Voilà. Tous les achats ici, je fais à partir de 10 000 francs, je fais 10% de remise. Quand j'arrive ici et que les trucs sont moins chers, ça m'arrange beaucoup. Raison pour laquelle je suis venu faire des achats ici. À côté des points positifs de cette mesure, certains consommateurs et commerçants estiment que les mois retenus pour les soldes ne sont pas suffisants. Il n'y a pas d'engouement. Les gens viennent un pour tout juste prendre connaissance du solde et ça sort. Il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, c'est ce qu'on attend comme le mot. Les périodes propices pour les soldes, pour nous les commerçants, ces périodes s'étendent du 15 septembre au 30 septembre, c'est-à-dire à la rentrée des écoles, et du 15 décembre au 31 décembre pour les fêtes de fin d'année. Approché, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME est formel. Les mois de mars et d'août ne peuvent être révisés. Nous sommes un ministère qui a chargé de faire la promotion. Ces ventes soldes n'auraient pas de sens si on les situait à des périodes qui sont déjà bénéfiques pour les opérateurs économiques. Notre souci, c'est qu'en plus de ces mois de période de fête, ils puissent trouver d'autres périodes où ils vont pouvoir faire de bonnes affaires. Donc en toute logique, pour nous, le mois de décembre ne peut pas être la période appropriée justement pour faire ces ventes promotionnelles. Autre préoccupation soulevée, le manque de communication et d'information autour de ces 2 mois de vente solde. Résultat, aucune inscription solde dans les vitrines des magasins d'habillement, de prêt-à-porter, d'appareils ménagers pour booster l'opération. Chez nous ici, c'est que cette institution n'a pas été suivie d'une grande période
de communication, de sorte que ces deux périodes de solde, de mars et août, restent toujours méconnues de la plus grande partie de la population et c'est dommage. Le ministère du Commerce, qui pilote l'opération, reconnaît le manque de publicité autour des périodes soldes. C'est pourquoi, à la deuxième année, le gouvernement a décidé de multiplier les campagnes de sensibilisation. Les commerçants doivent également communiquer sur leurs marchandises, car c'est eux les premiers bénéficiaires. Un an après l'application du décret, les résultats selon le ministère du Commerce sont révélateurs. En termes de bilan, je pense sur le premier objectif qui consistait vraiment à juguler la délivrance des autorisations pour les ventes soldes, les organisations intempestives, je pense qu'on peut dire qu'il est globalement satisfaisant, puisque aujourd'hui, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, les opérateurs, l'ensemble des opérateurs savent qu'il y a une bonne réglementation et que les ventes soldes ne se font pas sur toute l'année. Le deuxième volet qui concernait les consommateurs et également les opérateurs économiques, il y a quelques avancées. Au niveau d'Abidjan, dans le district, les grandes surfaces, n'est-ce pas, respectent ces périodes et font des opérations promotionnelles pendant ces périodes. Cela n'est pas le cas et on l'a constaté au niveau du ministère pour les petites surfaces qui traînent encore les pas. En attendant que les petites surfaces bénéficient des avantages de cette mesure, le gouvernement invite les commerçants à la transparence en affichant le nouveau et l'ancien prix de l'article et fait apparaître le pourcentage de la baisse. Les commerçants véreux seront sanctionnés. Des amendes allant de 10 000 à 10 millions de francs CFA et des peines d'emprisonnement sont prévues selon la gravité de la fraude. C'est le troisième titre de ce 20h. Aujourd'hui, 10 septembre, se tient la 12e journée mondiale de la prévention du suicide. Le suicide, c'est une décision extrême, un recours pour certaines personnes qui entendent ainsi mettre un terme à leur souffrance, en mettant un terme à leur existence. Quelles sont les raisons qui peuvent motiver un suicide? Dans quel état d'esprit se trouve une personne suicidaire? Je vous propose de suivre le témoignage de notre reporter Serge Koléa qui est allé à la rencontre d'une jeune dame qui a tenté, il y a quelques années, de mettre fin à ses jours. Écoutez, regardez. Aujourd'hui, on parle de suicide. Alors vous avez vécu une expérience similaire. Pourquoi vous avez voulu vous suicider? J'avais 26 ans à l'époque. J'ai perdu l'homme avec qui je vivais. Le père de ma deuxième fille, il est décédé. Donc après ça, quand j'ai croisé l'autre avec qui j'étais, et puis il a décidé de me quitter, il me dit, mais Dieu, il a fait quoi? En ce moment, pourquoi vivre alors? C'est que je vais mourir, si elle meurt, c'est mieux. J'étais vraiment désespérée, je ne pensais à personne. Le fait que j'ai perdu un homme déjà en 2003, et puis en 2006, celui à qui j'étais, il veut me quitter encore. Donc c'est tout ce qui a déclenché. Il dit, je préfère mourir, si je meurs, c'est mieux. Alors après avoir vécu cette expérience, est-ce que vous pensez que cela vaut la peine de se suicider pour un homme, de se suicider pour un problème quelconque? Jamais. Franchement, si je regrette amèrement, je n'ai même pas pensé aux parents, à ce qu'ils vont ressentir, à mes enfants. Je n'ai pas pensé à ceux qui m'aimaient aussi. J'ai été égoïste, j'ai été méchante. Je regrette, plus jamais ça. Je conseille à une fille, mais un homme, en tout cas à quelqu'un de ne pas... Si il a un problème, il n'a qu'à prier Dieu. Quelle que soit la fois, il y a toujours une solution à tout problème. Voilà, c'est un entretien réalisé par Serge Koléa. Une ambulance toute neuve et équipée, un foyer pour les jeunes et bientôt un château d'eau à Koyekro. C'est dans le département de Tia-Salé, dans le centre du pays. Les populations ont initié une journée de reconnaissance pour ces actions de développement de leur village. Moussa Konaté, Franck Quadio. Une ambulance offerte par la première dame Dominique Ouattara, un foyer des jeunes et bientôt un château d'eau à Koyekro, ouvrage du ministère des infrastructures économiques. Ce village de la sous-préfecture de Morocco, dans le département de Tia-Salé, est sur la voie du développement. Les populations expriment donc leur reconnaissance aux autorités pour ces réalisations. Nous avons monté un dossier à l'attention de l'ONG de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, laquelle, émue par le contenu du dossier, a décidé d'offrir une ambulance pour le centre de santé rural d'Afinkro, comprenant la maternité et le dispensaire. Le dossier du château d'eau de Koyekro est bouclé. Voilà donc les deux raisons essentielles pour lesquelles nous avons tenu à organiser une journée de reconnaissance pour dire merci aux autorités. Moment de joie, mais aussi occasion pour sensibiliser les populations sur la scolarisation et la lutte contre le travail des enfants. Chère population, Madame la Première Dame a décidé de s'impliquer dans la lutte contre le travail des enfants. Elle m'envoie vous dire
que la place des enfants est à l'école. Satisfait donc pour le préfet de Tiasalé. Jules Gouissé, au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, félicite les populations pour l'action de reconnaissance, sans oublier, actualité oblige d'inviter celle-ci au strict respect des mesures d'hygiène pour éviter le virus Ebola. On en vient à la 40e bougie du GSPM. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a célébré aujourd'hui son 40e anniversaire. La célébration va durer 21 jours avec pour objectif de faire connaître davantage les pompiers à la nation en dehors des moments de détresse. Aussi de sensibiliser le citoyen à la pratique de gestes élémentaires de survie. Aujourd'hui, la cérémonie s'est articulée autour du contenu de ces 21 jours de célébration. C'était en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le point avec Hamza Diaby. Ces soldats du feu battent le pavé, l'allure fière, heureux d'appartenir au groupement de sapeurs-pompiers militaires et surtout de prendre part à la célébration du 40e anniversaire de ce corps. Depuis 40 années, 480 mois, soit 14 600 jours, les hommes et les femmes de ce corps volent au secours des populations ivoiriennes avec abnégation, dévouement et obsession, de quoi s'enorgueillir. Être sapeur-pompier militaire est bien plus qu'un métier ou un emploi. C'est avant tout une vocation et un sacerdoce que chacun de nous a intégré dans son quotidien. Selon le chef de corps, Issa Sako, le GSPM est beaucoup connu du grand public, mais il est surtout mal connu. Présent à cette cérémonie, à la fois en sa qualité de tutelle et représentant le parrain Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, n'a pas manqué de saluer tous ceux qui aident au quotidien le GSPM. 40 ans pour le mouvement des sapeurs-pompiers militaires, cette noble mission de secours a bénéficié de la contribution des pionniers ivoiriens, mais aussi de l'appui de nos partenaires extérieurs. 1974-2014, le groupement de sapeurs-pompiers militaires en 40 ans a traité 406 703 interventions, soit une moyenne journalière de 28 interventions, au cours desquelles plusieurs pompiers ont péri, de vaillants soldats qui ont accepté le sacrifice suprême pour sauver d'autres vies, des soldats dont on se souviendra toujours. Le capitaine Navazo, le commandant Jean-Pierre Fournier. Un mot de sport football en bref et en images. L'équipe du Cameroun a malmené celle de la Côte d'Ivoire, 4-1 cet après-midi à Yaoundé, en éliminatoire de la CAN 2015. La jeune sélection camerounaise a super bien débuté son parcours dans le groupe D avec 2 victoires en 2 matchs. Les éléphants de Côte d'Ivoire, quant à eux, ont affiché de grosses lacunes défensives. On termine avec ces images de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où est arrivé cet après-midi le président Alassane Ouattara, qui revient, faut-il le rappeler, de Dubaï. Il y a pris part hier à la conférence internationale des investisseurs, rencontre organisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Arrivé dans un vol commercial d'Emirates, le président Ouattara a indiqué que 16 projets ont été retenus pour les 8 pays de l'UEMOA au cours de cette conférence pour un montant total de 10 000 milliards de francs CFA. Vous avez entendu le président de la République dans cette édition. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à très vite. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.